Savez-vous que Bahreïn est l'une des localisations possibles du Jardin d'Éden? Eh oui, alors que l'île de Bahreïn est aujourd'hui désertique à plus de 90%, la végétation y était abondante il y a 5000 ans, ce qui a bâti sa réputation de paradis perdu dans la civilisation mésopotamienne de Sumer. D'ailleurs, dans l'épopée de Gilgamesh, l'un des récits fondateurs de la civilisation mésopotamienne, Gilgamesh se rend au paradis perdu, aujourd'hui Bahreïn. Tout cela a pu influencer l'histoire du Jardin d'Éden et un mystérieux arbre, vieux de plus de 400 ans, au milieu du désert, à plusieurs kilomètres de la source d'eau la plus proche, en serait le dernier témoignage selon les partisans de cette thèse. Bienvenue au 16e épisode de l'histoire de A à Z. Nous allons aujourd'hui nous intéresser à un deuxième pays dans la péninsule arabique, après l'Arabie Saoudite, Bahreïn. Bahreïn est un archipel dans le golfe Persique composé de 33 îles naturelles, mais aujourd'hui de 84 îles avec les îles artificielles. L'île de Bahreïn en compose 83% de la superficie et abrite la majorité des 1,6 million d'habitants. Cette population est à 45% bahreïnie et à 55% étrangère, surtout de la main-d'œuvre bon marché venue d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh ou des Philippines. Bahreïn a même aujourd'hui une frontière avec l'Arabie Saoudite depuis la construction de la chaussée du roi Fahd entre 1981 et 1986, composée sur 25 km, à moitié de digues et à moitié de ponts. L'île de Bahreïn est peuplée depuis le 4e millénaire avant Jésus-Christ. À cette époque, la civilisation de Dilmun apparaît et atteint son apogée vers moins 1900, alors que la végétation était bien différente, comme je vous l'ai expliqué en introduction. Le coton y était cultivé, de même que les perles, grâce aux nombreuses huîtres trouvées dans le golfe Persique. Et Dilmun servait de poste commercial entre la Mésopotamie, l'Inde et l'Afrique. Plus de 12 000 tombes et nécropoles datant d'il y a environ 4000 ans ont été retrouvées sur 21 sites, ce qui témoigne de l'opulence de cette civilisation. Mais Dilmun va décliner à la fin de l'âge du bronze, notamment en raison de l'avènement de l'empire achéménide en Iran et en Irak actuel, qui développe des routes commerciales terrestres. L'ancienne Dilmun, appelée Tulos par les Grecs, est visitée en moins 325 par Néarque, un commandant de navire d'Alexandre le Grand, chargé par Alexandre de revitaliser les routes commerciales maritimes entre la vallée de l'Indus, aujourd'hui au Pakistan, et la Mésopotamie. Il y apporte la langue grecque, qui devient celle des élites à Bahreïn, ainsi que le culte de Zeus, sous la forme du dieu Shams, le dieu arabe du soleil. Pendant des siècles, Bahreïn va rester essentiellement un port de pêche de perles. L'île connaît de nombreuses dominations successives, les Kassites, les Assyriens, les Néo-Babyloniens, puis différents empires perses, les Achéménides, les Séleucides, les Parthes, les Sassanides. Et en 629 après Jésus-Christ, Mahomet envoie un messager, Al-Ala al-Hadrami, qui convertit Bahreïn à l'islam. À la fin du IXe siècle se développe en Irak le mouvement des Karmates, un mouvement chiite ismaélien qui refusait de reconnaître l'imam Ubaïd Allah al-Mahdi, préférant rester à une dit caché, Muhammad ibn Ismaïl, qui ne serait pas mort, mais vivrait en occultation, retiré du monde. En 903, Abu Saïd Janabi s'empare de l'oasis d'Al-Hassa en Arabie Saoudite, siège de la région Al-Bahreïn, qui désignait non seulement l'île de Bahreïn, mais toute l'Arabie orientale, comme vous pouvez le lire sur cette carte du XVIIIe siècle. Il fonde l'État Karmate, une sorte de société proto-communiste, dirigée collégialement par 6 chefs, où les revenus étaient répartis également entre tous ses habitants. Il n'y avait plus d'impôts, et les Bahreïnis ne travaillaient plus, laissant les tâches pénibles à des esclaves essentiellement éthiopiens. Les Karmates, qui pratiquaient un islam ésotérique, basé sur le batin, c'est-à-dire une lecture interprétative du Coran, pensaient que le monde était fait de cycles qui se répétaient. Ils effectuaient des raids sur les pèlerins, considérant que le pèlerinage à la Mecque était une tradition païenne,
ce que leurs voisins, pour les dénigrer, ont appelé un siècle de terrorisme. Et en 931, ils envahissent la Mecque et s'emparent même de la pierre noire. Les Karmates pensaient qu'un Mahdi viendrait les sauver de la fin du monde. Et le monarque Abu Tahir al-Janabi identifie le Mahdi en la personne d'un jeune persan, Abul Fadl al-Isfahani, qui n'était pas musulman, mais zoroastrien et en plus anti-arabe. Il fit abolir la charia et exécuter de nombreux membres de la famille Tahir. Il fut évincé du pouvoir au bout de 3 mois seulement, mais cela a continué d'affaiblir un régime déjà fragilisé par son rejet de l'islam traditionnel. Et les Karmates font disparaître au milieu du XIe siècle. Plusieurs dynasties se succèdent durant les 500 années qui suivent, les Ouyonides, les Ousfourides et les Jabrides, qui contrôlent Bahreïn et l'Arabie orientale, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Et c'est à cette époque que la population passe du schisme ismaélien au schisme duodécime, aujourd'hui majoritaire à Bahreïn. En 1521, les Portugais s'emparent de l'île pour contrôler le commerce dans le golfe Persique. Ils font reconstruire l'ancienne forteresse de la civilisation de Dilmun, Qalat al-Bahreïn. Et 80 ans plus tard, ils sont chassés en 1602 par une insurrection populaire. À la domination portugaise succède une domination persane jusqu'en 1717 et à l'invasion de Bahreïn par le sultanat d'Oman. Puis pendant 70 ans, l'île va faire l'objet de va-et-vient, de conquêtes et de reconquêtes constantes par la Perse et par Oman, intéressés par ses richesses sous-marines, Bahreïn étant au cœur des gisements perliers du Golfe, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Et la population bahreïnie s'effondre en raison de ces conflits. Des 360 villages qui existaient au début du XVIIIe siècle, seuls 60 sont encore peuplés en 1763. Et en 1782, le gouverneur persan de Bahreïn, Nasser al-Madkour, tente de s'emparer de la forteresse de Zoubara, au Qatar actuel, qui lui faisait très peur. Mais il échoue, et en représailles, le clan des Bani Oudba, venu du Qatar, envahit Bahreïn, et en 1783, Ahmed bin Mohammed bin Khalifa devient le premier hakim, c'est-à-dire souverain, de Bahreïn. Il fonde la dynastie sunnite Al-Khalifa, qui règne encore aujourd'hui. En 1820, les Al-Khalifa signent un traité d'amitié avec la Grande-Bretagne, ce qui leur permet de consolider leur emprise sur l'archipel vis-à-vis des puissances régionales comme la Perse, Oman ou l'Arabie, et ce qui explique que Bahreïn soit aujourd'hui un État indépendant. Bahreïn devient un protectorat en 1860, puis formellement une colonie en 1892. Sous la domination anglaise, les Al-Khalifa restent au pouvoir. L'esclavage est aboli et le système scolaire se développe, avec entre autres l'ouverture de la première école pour filles du Golfe Persique en 1928. Mais l'économie locale, qui reposait depuis 4000 ans sur le commerce des perles, s'effondre à la fin du XIXe siècle en raison de la production de perles industrielles beaucoup moins chères par le Japon. Cependant, ce déclin va être de courte durée, parce qu'en 1932, la Bahrain Petroleum Company découvre le premier champ pétrolifère arabe sur le golfe Persique, ouvrant de nouvelles perspectives économiques. Les sentiments anti-britanniques se développent alors rapidement, avec la formation du mouvement indépendantiste du Bahraini National Union Committee, d'extrême gauche. En 1965, à la suite du licenciement de centaines de travailleurs bahreïnis des champs pétroliers, se déclenche l'intifada de mars qui fera 6 morts. Bahreïn obtient son indépendance quelques années plus tard, en 1971. Mais peu de choses changent. Le hakim devient un émir, le parlement, créé en 1971, est dissous dès 1975, et une base navale américaine vient remplacer très vite le départ de la Royal Navy. Mais l'essor de l'industrie pétrolière va permettre au pays de s'enrichir. De nouvelles villes poussent dans le nord, Manama devient l'une des capitales les plus riches au monde, tout ceci grâce à une immigration massive de travailleurs peu ou pas qualifiés, notamment dans le secteur de la construction. Entre 1994 et 1999, une alliance entre militants de gauche, libéraux et islamistes, exigeant des réformes démocratiques, a abouti sur une réforme du Parlement, auquel il est confié de vrais pouvoirs, et au droit de vote des femmes.
Premier État du Golfe à anticiper la fin du pétrole et à diversifier son économie, Bahreïn n'est aujourd'hui plus que le 59e producteur mondial de pétrole et le 34e producteur mondial de gaz. Cherchant à moderniser l'image de son pays, le nouvel émir, qui s'est proclamé roi, Hamad bin Issa al-Khalifa, a notamment nommé une femme juive, Huda Nonou, et une femme chrétienne, Alice Saman, ambassadrice à Washington et à Londres. Le 14 février 2011, le printemps arabe touche Bahreïn. Des manifestants réclament plus de liberté ainsi qu'une meilleure représentation de la majorité chiite du pays alors que la dynastie régnante est sunnite. Se réunissent sur la place de la Perle, à Manama, la capitale, jusqu'à 100 000 personnes dans les jours qui suivent. La répression, très violente, a fait plus de 100 morts et s'achève par la suppression de l'opposition en échange de quelques concessions sociales. Le monument de la Perle, symbole de ces révoltes, est ensuite détruit par le régime, comme vous pouvez le voir sur ces photos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Rendez-vous très vite pour un premier épisode en Asie du Sud, au Bangladesh. On parlera de fleuves, de famine et de commerce de la soie.